Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Stellantis. Stellantis, si on regarde un peu les chiffres 2023, ce sont vraiment de très gros chiffres, c'est très impressionnant. On a donc 6,2 millions de véhicules vendus, en croissance de 7%. Un chiffre d'affaires qui atteint les 189 milliards d'euros, en croissance également de 6%. Une marge opérationnelle à 12,8%, un très bon niveau. Et un free cash flow industriel qui atteint presque les 13 milliards. Donc voilà, vraiment un très beau chiffre. Enfin deux très beaux chiffres, avec tous les indicateurs qui sont dans le vert. Si on regarde un peu le détail de cette hausse du chiffre d'affaires, on passe donc en 2022 de presque 180 milliards d'euros à 189 milliards et plus même en 2023. C'est une hausse qui s'est faite à la fois en valeur et en volume, et qui a été un peu rognée malheureusement par la hausse de l'euro et donc par un effet défavorable de change. Si on regarde les ventes par géographie, on voit que la tendance est bonne et qu'elle est bonne partout, quasiment. En bleu foncé, là c'est sur le dernier semestre, en bleu foncé on a le deuxième semestre 2023, et en gris le deuxième semestre 2022, on voit qu'on est en hausse en Europe, aussi également dans l'Europe élargie, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et que même en Amérique du Nord, où il y a eu cette fameuse grève, et bien quand même les volumes se maintiennent. Vraiment on voit que la tendance est bonne sur le plan du chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant le free cash flow industriel avec le détail par semestre, alors on va certes remarquer qu'au deuxième semestre 2023, il est plus bas qu'au deuxième semestre 2022, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au global sur l'année, il est significativement en hausse. Et oui, c'est vrai, on a un deuxième semestre qui est plus faible, mais là encore, il faut se souvenir de cette grève aux États-Unis qui a impacté le chiffre d'affaires, mais malgré ça, on a quand même un très bon résultat au global sur ce free cash flow industriel en 2023. Si on regarde maintenant le détail du free cash flow, on passe de 10,8 milliards en 2022 à 12,8 milliards en 2022, donc une hausse très significative et un niveau très élevé dans l'absolu. Et un free cash flow qui est élevé alors même que les dépenses d'investissement, les capex, ont augmenté. On passe de 9,2 à 11,2 milliards. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi à augmenter leur free cash flow industriel au global? Eh bien notamment, il y a une très bonne gestion des besoins en fonds de roulement qui passe de 4,5 à 3,6 milliards d'euros. Ces très bons résultats sont répercutés de manière favorable à l'actionnaire, puisque le dividende augmente. Au global, les montants distribués passent de 4,2 à 4,7 milliards d'euros distribués donc. Et en plus, la société va racheter de manière assez importante des actions sur le marché. Il y a 3 milliards d'euros de rachats prévus en 2024 versus 1,5 milliard l'année dernière. Au global, on peut dire que Stellantis pour 2023 présente un très beau bilan d'activité, de profitabilité, de retour à l'actionnaire. Maintenant, on va creuser peut-être d'un peu plus près pour peut-être avoir une vision un peu différente, on ne sait pas. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près Stellantis, on peut avoir une vision un petit peu différente. En tout cas, on peut voir peut-être des zones de fragilité. Alors, la première chose, c'est si on regarde le résultat opérationnel, eh bien, vous voyez, ce qui est très, très impressionnant, c'est que finalement, là où ça a monté, c'est les prix. Véhicule net price, plus quasiment 7 milliards. Donc on se dit très bien, alors Stellantis a gagné plus d'argent, mais parce qu'il a monté les prix de ses voitures. Voilà, ça c'est impressionnant. Et si on regarde maintenant la répartition géographique, on voit, on vous l'avait déjà dit dans la dernière vidéo que nous avions fait sur Stellantis il y a à peu près un an, eh bien regardez le Adjusted Operating Income en 2023, et il est à 13,3 milliards d'euros en Amérique du Nord. Voilà, sur un global de 24 milliards d'euros. Vous avez plus de 50% du bénéfice d'exploitation de Stellantis qui est réalisé aux États-Unis. Voilà, et les États-Unis, c'est un marché qui est cyclique. Et si on regarde une vision globale de l'implantation de Stellantis dans le monde, eh bien, il y a deux choses qu'on peut remarquer parallèlement à ce qu'on vient de dire sur l'Amérique du Nord. La première chose, c'est que, vous voyez, l'Europe ne représente que 25% de la profitabilité d'exploitation, alors 37% des revenus, du chiffre d'affaires, mais que 25% des profits. Et voilà, le groupe est très absent de la Chine, de l'Inde et de l'Asie-Pacifique, avec à peu près 2% de ses revenus et 2% de ses bénéfices opérationnels. Voilà, une absence dans le marché qui est le marché qui croît le plus durablement en ce moment. Alors, si on regarde maintenant la manière dont ça a été réalisé, le Adjusted Operating Income, le bénéfice opérationnel courant ajusté chez Stellantis. Alors, on vous a mis des graphiques qui viennent toujours de Stellantis, le graphique, la différence de 2022 à 2021, où s'est fait la croissance, et de 2023 par rapport à 2022. Alors, vous voyez, 2022 par rapport à 2021,
eh bien, géographiquement, toutes les zones tirent et l'Europe fait plus 900 millions. Bon, c'est correct. Mais 2023 par rapport à 2022, non seulement les États-Unis ne tirent pas, mais c'est la grève dont vous a parlé Marie. Donc on ne va pas en tenir compte dans l'analyse structurelle de l'évolution de Stellantis. En revanche, l'Europe ne progresse que de 301 millions d'euros. Voilà. Non seulement, on l'a signalé, l'Europe, c'est une beaucoup plus petite part des profits que du chiffre d'affaires, mais en plus, en 2022, on a vu un peu d'espoir de progression, mais en 2023, il n'y a quasiment pas de progression de la rentabilité de cette zone, alors que si on regarde la zone juste à côté, Middle East, Africa, plus 1,3 milliard, donc plus de 4 fois plus d'augmentation de la rentabilité sur le Moyen-Orient, Afrique, que sur l'Europe. Donc c'est quand même il va falloir qu'on regarde tout ça d'un peu plus près, et donc on va commencer à faire ça zone par zone, et on commence avec l'Amérique du Nord que Marie vous présente. On voit qu'on a une marge qui a 15,4%. Très bonne marge, mais on recule quand même de 100 points. Si on regarde la part de marché en Amérique du Nord, toujours 9,4%, c'est une bonne part de marché, mais là encore, elle est en recul en 2023 par rapport à 2022. Donc, creusons un peu pour voir ce qu'il se passe. Sur le plan opérationnel, tout d'abord, on voit qu'il y a une baisse des volumes à cause de cette fameuse grève, qui a été compensée partiellement, pas totalement, par une hausse des prix et également par une petite amélioration de l'efficacité opérationnelle, mais c'est pas majeur. Donc voilà, on comprend un peu mieux pourquoi cette marge en relatif a diminué. Maintenant, en termes de part des marchés, quand on regarde le détail par géographie en Amérique du Nord, on voit que Stellantis gagne des parts de marché au Mexique. Au Canada, c'est moins évident, ça monte, ça descend. On peut dire que ça stagne en tout cas sur 2 ans, ça baisse un peu, mais voilà. Et en revanche, en Amérique du Nord, le groupe descend des marches chaque année. On le voit, hein, 2021, 11,5% de part de marché, 2022, 10,9%, 2023, 9,6%. Voilà, ça descend, et chez Ibu, c'est vrai que c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup, parce que c'est vertueux d'avoir une bonne part de marché quand on est numéro 1 sur son marché. On va être plus fort que les autres, on aura plus de moyens pour se renforcer, etc. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Et par opposition, perdre des parts de marché, c'est pas un très bon signe à notre avis. Si on regarde un peu la concurrence de Stellantis, comment ça se passe aux États-Unis, on voit que General Motors prend des parts de marché, c'est le leader sur le marché et il se renforce encore, alors que dans le même temps, Stellantis, on l'a évoqué, descend et même se fait dépasser par le coréen Hyundai, c'est vraiment à noter. À travers Chrysler, Stellantis n'est désormais plus que le 5e constructeur aux États-Unis et non plus le 4e. Alors après l'Amérique du Nord, l'Europe. Alors, l'Europe, la marge est stable à 9,8%, c'est pas mal. 6,5 milliards d'euros, donc en bonne croissance puisque la marge est stable et que le chiffre d'affaires augmente. Et la part de marché est à 18,3%, alors elle est en retrait de 140 points de base, donc on regarde ça d'un peu plus près. Alors d'abord, le résultat opérationnel, donc vous avez ici la découpe de ce qui a permis sa hausse et ce qui a ont pu entraîner sa baisse, et bien vous voyez que le volume mix de voitures augmente un petit peu, mais pas tant que ça, plus 518 millions d'euros. En revanche, le prix des voitures, voilà, plus 2,1 milliards. Donc voilà, ce qui compte en Europe, c'est qu'ils ont gagné de l'argent en montant les prix. Bon, alors en contrepartie, ils ont eu une efficacité industrielle moindre, moins 1,3 milliard. Et puis, ils ont un peu perdu sur l'échange, moins 600 millions. Donc, au global, ils ont un peu progressé, mais pas tant que ça. Ils sont passés 6,2 à 6,5 milliards, alors qu'ils ont fait 2,1 milliards d'augmentation des prix. Et évidemment, ces augmentations de prix, ça se traduit par des pertes de parts de marché. Et vous voyez, c'est un peu continu. Regardez, pays par pays, en France, on avait 36% de parts de marché, 35,8% en 2021. Ils sont à 29,4% en 2023. Si vous prenez l'Italie, on passe de 39 à 33,6%. L'Allemagne de 14,4 à 12,5%. United Kingdom de 15,7 à 13,9%. En Espagne de 25 à 20, et donc vous voyez il y a des baisses partout, et globalement sur l'Europe, Stellantis c'est 19,3% de part de marché en 2021, 18,3% en 2022, 16,8% en 2023. Voilà, c'est probablement les hausses de prix qui expliquent cette descente en part de marché. Alors si on regarde la position concurrentielle, on vous a mis ici les différents acteurs, enfin c'est un tableau fait encore une fois par Stellantis, et vous voyez qu'en 2021, Stellantis sur l'Europe élargie cette fois, c'est-à-dire les 30 pays européens, a 22% de part de marché, 22,1% contre 22,9% pour Volkswagen, donc quasiment à égalité. Et qu'est-ce qui va se passer en 2 ans
Volkswagen va monter à 24%. Et Stellantis va passer de 22 à 18%. Voilà, donc il se fait vraiment distancer. Il perd le différentiel alors qu'ils étaient à égalité. Il y a 6 points de part de marché différentiel. Donc ça va se traduire dans les coûts de production inévitablement. Alors c'est vrai qu'ils sont loin devant les autres, puisque Renault est loin derrière à 10%. Et Renault est le numéro 3. Mais enfin voilà, c'est tout de même assez impressionnant. Alors regardons dans les autres zones de géographie, Moyen-Orient, Afrique, marge opérationnelle très élevée. 23,7%, 2 fois et demi ce qu'ils ont en Europe. Deuxième position en termes de part de marché, donc c'est pas mal. Si on regarde la manière dont évoluer les résultats opérationnels en 2023, alors c'est vrai qu'il y a des hausses de volume mix, 783 millions d'euros, mais il y a 2,5 milliards d'euros de hausse de prix. Considérable, 2,5 milliards de hausse de prix, quand on pense que le bénéfice opérationnel 2022, dans sa globalité, c'était à peine plus d'1 milliard. Ils font 2 fois et demi le bénéfice opérationnel en hausse de prix. Alors, au global, ils ont 2,5 milliards de bénéfices. Vous voyez, c'est pas forcément durable, parce que ça repose vraiment sur des hausses de prix très significatives. Et si on regarde pays par pays les parts de marché, eh ben, c'est vrai qu'ils sont forts, mais c'est surtout la Turquie. Voilà, ils passent de 29% de part de marché en Turquie à 34%, et ils produisent en Turquie les 2 tiers de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils vendent comme modèle pour tout l'Afrique Moyen-Orient. Donc essentiellement la Turquie. Voilà. Alors en Algérie, ils sont très forts, au Maroc, etc. Mais vous voyez, c'est des volumes tout de même plus réduits. Donc c'est ça qu'il faut noter. Et alors en termes de positionnement concurrentiel, eh bien, ils sont numéro 2. Et ils progressent, ils passent de 15% en 2021 de part de marché à quasiment 17% en 2023. Et donc ils se rapprochent du numéro 1, Toyota. C'est intéressant, c'est l'Afrique moyenne. Ils se rapprochent de Toyota. Voilà. Et derrière eux, ils sont talonnés par Hyundai, qui est un concurrent redoutable, que vous savez. Et Renault vient loin derrière, à 8,6%. Bon. En Amérique du Sud, la marge opérationnelle est 14,8%, moins importante qu'en Afrique Moyen-Orient, 50% plus élevée qu'en Europe, plus de 50%. Et la part de marché est très importante et dominante, avec 24% de part de marché. Alors quand on regarde la manière dont a été fabriqué ce bénéfice opérationnel, eh bien, vous voyez qu'il a progressé essentiellement là aussi grâce au prix, parce que le volume mix baisse. Donc c'est que la hausse de prix plus un avantage de changement de parité monétaire qui explique la hausse du bénéfice opérationnel. Si on regarde les parts de marché, alors l'Amérique latine, c'est surtout le Brésil, c'est vraiment un continent dans le continent. Eh bien, le Brésil, ils ont 31,4% de parts de marché, à peu près stable par rapport à 2021. Donc ils tiennent leur part de marché. Et évidemment, c'est considérable. Le deuxième marché, c'est l'Argentine, où ils tiennent également leur part de marché, toujours de 29%. Donc on a l'impression que vraiment, Stellantis tient bien ses parts de marché en Amérique latine. Et si on regarde la position concurrentielle, ils sont très loin devant. Numéro 1 avec 31% du marché. Numéro 2, c'est Volkswagen avec 16% du marché. Suit General Motors avec 15% du marché. Très belle position concurrentielle. Voilà. Bon, alors Chine, Asie Pacifique, marché très important. Avec l'Inde aussi, bien sûr, eh ben, ils sont absents. Ils ont 0,3% du marché chinois, 0,8% du marché japonais, 0,4% du marché indien. Et vous voyez, c'est assez impressionnant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience du métier, on peut se souvenir de l'entrée de Peugeot, le groupe PSA, en Chine. Ils l'ont fait très précocement. De mémoire, c'est la fin des années 90. Ils s'implantent en Chine, à la fois Peugeot, à la fois Citroën, avec beaucoup d'ambition. Ils investissent beaucoup, ils ont des acteurs locaux, ils vont produire des voitures spéciales pour le marché. C'est un échec complet, 0,4% de part de marché après 30 ans d'efforts. Vraiment, c'est à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas en Chine pour arriver à un tel échec? Voilà. Bon. Parce que d'autres constructeurs européens ont réussi. Donc il n'y a pas de raison qu'ils échouent comme ça. Donc c'est vraiment problématique. Ils sont pas du tout capables de percer a priori en Asie. Et là, si on regarde le dernier segment, c'est le luxe. Vous savez que Fiat avait Ferrari qui marche tellement bien, mais qu'ils ont distribué les actions aux actionnaires et mis en bourse. Bon, donc il reste Maserati tout de même.
Alors, il y a beaucoup d'espoir sur Maserati. On vous a montré une photo de Maserati, vous avez un exemplaire, on adore. Maserati, c'est magnifique. Alors, voilà le pourcentage. Alors, le chiffre de la part de marché de Maserati est marginale dans le luxe, entre 2 et 3%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est une société mondiale. Parce que on parle souvent d'Alpine, mais Alpine, c'est pas encore mondialisé. Tandis que vous voyez, Maserati, c'est quand même 30% de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 22% en Europe, 16% en Chine, 6% au Japon et 25% dans les autres pays du monde. Donc ça veut dire que quand on est mondialisé comme ça veut dire que on a le potentiel de grimper. Voilà, ils ont des bases, ils sont connus dans le monde entier. Il y a une marque qui est là. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à décliner. Donc ça, c'est pas mal tout de même. Ça peut donner des bons résultats. Alors maintenant, Marie va regarder d'un peu plus près pour vous à la fois et le bilan et le compte de résultats. Alors maintenant, si on regarde un peu la descente de compte, et d'abord le compte de résultat, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit, bien sûr, on l'a mentionné, que le chiffre d'affaires augmente, c'est très bien. Ensuite, si on regarde le coût des ventes à 151 milliards en 2023, on peut en déduire que la valeur ajoutée finalement de Stellantis, c'est 189 moins 151, donc ça n'est que 38 milliards. Et à partir de cette valeur ajoutée, on voit que Stellantis est très rentable parce que voilà, si on déduit les 9 milliards de frais généraux, les 5 milliards de coûts de recherche et quelques frais de restructuration, on arrive à 22 milliards de bénéfices opérationnels par rapport donc à 38 milliards de valeur ajoutée. Donc voilà, c'est très rentable, c'est exceptionnel, c'est très positif bien sûr, mais en même temps, on se dit, ils sont peut-être à leur maximum et maintenant, ça peut peut-être un peu baisser. Pas sûr qu'ils arrivent à maintenir ce niveau exceptionnel. Voilà pour la descente de compte. On signale au passage que le résultat par action est très élevé aussi. Encore une bonne chose. Là encore, il faut maintenir tout ça maintenant. Si on regarde maintenant le détail du cash flow, on voit qu'il passe de quasi 20 à un peu plus de 22, donc une belle progression. Mais si on regarde de plus près, en effet, le free cash flow industriel dont on a parlé tout à l'heure passe de 10,8 à 12,8 milliards d'euros. Plus 20% quasiment, donc là encore, très belle progression. Quand on regarde, on s'aperçoit que dans l'utilisation de ce free cash flow, côté investissement, on passe de 10 milliards à 15 milliards d'euros en 2023. Il y a aussi du cash qui est utilisé pour les activités de la société, 9 milliards en 2023. Et donc, au bout de la route, alors qu'en 2021, on avait une position cash en hausse de 27 milliards de dollars, eh bien, en 2022 et en 2023, elle baisse chaque année d'environ 3 milliards. La position de Stellantis, c'est de dire j'ai 49 milliards de cash disponibles. On l'a vu, ce cash flow n'augmente plus, mais voilà, il est quand même là. Et en plus, à ça, ils viennent ajouter des lignes de crédit ou de découvert de 12 milliards. Donc, ils disent voilà, on a 60 milliards d'euros de force de frappe. C'est un niveau très impressionnant et effectivement très élevé. Mais si on regarde le bilan, il faut quand même pas oublier qu'on a 20 milliards de dettes long terme et 10 milliards de dettes court terme. Donc voilà, si on met tout ça bout à bout, on prend finalement la vraie position cash qui est de 49 milliards et non pas de 60, parce qu'on compte pas les lignes de découvert, et on enlève ces 30 milliards de dettes, donc on a plutôt 20 milliards de liquide cash de la société. C'est la vraie position. En conclusion pour Stellantis, on l'a vu, une très forte rentabilité et un bilan très solide, mais une forte exposition au marché US qui est très cyclique, des pertes de parts de marché quand même, il faut bien le dire, dans les pays développés, un groupe qui est quasi absent en Asie, et une situation de trésorerie nette qui est très favorable, mais quand même moins favorable que ce que l'on perçoit généralement. Alors, vous savez, ce que nous aimons bien chez vous, c'est regarder les droits de régression. Et sur Stellantis, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la fusion des actions Fiat et des actions PSA. Si on prend l'une ou l'autre, on n'a pas les mêmes résultats. Alors, on a pris l'action Fiat sur la bourse de Milan, et vous voyez que, c'est dans la graphique qui s'affiche, on est quasiment à 2 écartiers au-dessus de la droite de régression. Alors, on est un peu plus haut que si on avait pris les actions PSA, parce que Fiat avait été favorisé au moment de la fusion. Les actions Fiat avaient été plutôt favorisées par rapport aux actions PSA. Et donc, en fait, si on prenait les actions Peugeot, on serait plutôt proche d'un écartier au-dessus de la droite de régression. On va pas dire que c'est précis, mais ce qu'on va retenir tout de même, c'est qu'on est nettement au-dessus de la droite de régression. Donc, on est plutôt dans une zone de légère à forte surévaluation sur Stellantis. Alors, l'impression qu'on a, vous voyez, ce qui est ressorti tout de même, c'est que, tout ça c'est magnifique, la manière dont ce groupe est géré, mais c'est vrai que l'explosion, la forte hausse des bénéfices, ça a été tiré par des hausses de prix. Des hausses de prix, c'est comme si on avait tiré la machine, vous voyez, jusqu'au bout, et qu'on en a perdu des parts de marché. Voilà, donc on a un peu fragilisé sur le long terme le groupe, au prix d'une très beau bénéfice court terme, comme si on a prêté la mariée. Et on a pensé, en se disant ça, à ce qu'avait dit la direction de Stellantis, en disant, nous, on serait ouvert à une croissance externe, à une fusion, dès lors qu'elle serait amicale. Il y en a deux qui sont intéressants, qui sont Ford et General Motors.
Alors General Motors me paraît moins intéressant que Ford, donc on a un peu regardé plus à fond Ford. Et vous voyez, les chiffres d'affaires de Stellantis en 2023, 210 milliards de dollars contre 170 milliards de dollars pour Ford, c'est pas très différent. En revanche, le bénéfice, 22 milliards de dollars pour Stellantis contre 8 milliards de dollars pour Ford. Alors, énorme différence. Bon. Eh bien, c'est possible que ce soit intéressant de fusionner les deux sociétés à cause des parts de marché. Comme vous allez le voir, bon, c'est vrai, Stellantis, il est numéro 1 et de très loin en Amérique latine, avec 31% de parts de marché. Et donc Ford, lui, est totalement absent, il n'a que 1% du marché de l'Amérique latine. C'est pas très grave, parce que 31 plus 1, ça fait 32%. Stellantis reste largement numéro 1 en Amérique latine. En revanche, au Moyen-Orient, Afrique, il y a 17% pour Stellantis, 5% pour Ford. Alors là, c'est vraiment un ajout très utile qui permet à Stellantis de devenir numéro 1 sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Aux USA, Stellantis a 9,5% de position concurrentielle un peu fragile. Ford a 12,5%. Si vous fusionnez les deux, vous faites le numéro 1 et d'assez loin sur le marché américain, qui est un des marchés les plus rentables au monde. En Europe, Stellantis a 18%, Ford 6%. Si vous fusionnez les deux, vous avez un numéro 1 européen à quasi-égalité avec Volkswagen, à 24% de part de marché. Et c'est vrai qu'en Asie-Pacifique, ça n'ajoute rien, parce que Stellantis est à 0,4%. Bon, Ford, c'est difficile de savoir, mais entre 2 et 3, plutôt proche de 2%. Mais bon, Ford a une implantation très ancienne, datant de l'entre-deux-guerres dans certains pays d'Asie. Il est une bonne position en Thaïlande, position correcte en Philippines. Donc il y a une base de départ à partir de laquelle on peut construire. Mais en tous les cas, ça voudrait dire que la fusion des deux, ça ferait un numéro 1 dans toutes les autres zones géographiques et de loin. Ça permettrait de résister, de faire des économies aux offensives de la concurrence chinoise, de faire des économies d'échelle. Voilà, ce serait extrêmement favorable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ford, dont la droite de régression est là, est un tout petit peu au-dessus de la droite de régression, donc est moins valorisé que PSA, ce qui faut que Stellantis. Je passe mon temps à faire un lapsus. Et donc, si on se souvient de la fusion de PSA et de Fiat, bon, pour faire la fusion, Tavares, il avait proposé un bon prix à Fiat, voilà. Enfin, un avantage à court terme en termes de prix pour les actionnaires de Fiat, contre un avantage à long terme structurel en termes de positionnement stratégique pour les actionnaires de PSA et de Fiat, donc de Stellantis. Et ça a très bien marché. Au début, ça a coûté cher aux actionnaires de Peugeot, mais sur la longue route, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Et ça pourrait être la même chose avec Ford, c'est-à-dire, bon, ça va, il y a beaucoup plus de bénéfices chez PSA par rapport au chiffre d'affaires que chez Ford. Donc, on pourrait proposer une bonne prime à Ford, et donc ce serait très gagnant pour les actionnaires de Ford à court terme, et gagnant pour tous les actionnaires de Ford et Stellantis à moyen long terme. Par ailleurs, si vous voulez, PSA et Fiat, c'est deux histoires familiales. Peugeot, Fiat. La famille Peugeot, la famille Agnelli. Ford, c'est une histoire familiale, la famille Ford, qui est encore au board, Et il faut savoir que la famille Peugeot et la famille Agnelli sont au bord de Stellantis. Donc, ce serait la coalition de trois familles, trois vieilles familles de l'automobile, parce que la famille Ford, elle a plus beaucoup d'actions Ford, mais ses actions ont 10 fois plus de droits de vote que les autres, donc elle est au board, elle tient la société. Et donc, vous voyez que ce serait une histoire à la fois intelligente sur le plan de positionnement stratégique et possible sur le plan à la fois capitalistique et sur le plan des histoires familiales. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on peut conclure en conclusion de la conclusion? Vous voyez, sur Stellantis, bon, le cours est bien, la société est bien, mais on pense que c'est plutôt le moment de vendre. On peut conserver, mais si on regarde les choses, il y a quand même des fragilités, des tensions, c'est plutôt le moment de vendre, à notre avis. En revanche, quelqu'un qui voudrait jouer le secteur, parce que c'est vrai que le secteur est intéressant, parce qu'il a encore beaucoup de retard à rattraper à cause des années Covid, eh bien, peut-être que ce serait intéressant, c'est de la spéculation, mais si on veut jouer le Stellantis, de jouer un potentiel achat, fusion de Ford avec Stellantis en faveur de Ford. Et donc, si on veut jouer ça, on peut spéculer et acheter des actions Ford. Mais c'est une spéculation, et donc ça, c'est vraiment à vous de voir. En attendant, à bientôt avec l'équipe Hibou.